Je suis content de vous présenter Mohamed Ali Chouaer. Mohamed et moi, en fait, on collabore sur un projet de caractérisation des écosystèmes côtiers. Et Mohamed est, dans le fond, est titulaire d'une maîtrise en sciences et géomatiques à l'Université Laval, à Québec. Il détient également un diplôme d'ingénieur d'État en géo-information qu'il a eu en 2012 à l'Université Abdelmalek et Saadi au Maroc. Ses travaux de recherche ont porté sur les nouvelles technologies de positionnement GNSS, particulièrement sur la méthode de positionnement relatif temporel appliquée à l'auscultation topographique et au domaine maritime. Donc, je laisse la parole à Mohamed. Merci Yannick. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran. Pour ma part, je ne te vois pas, mais peut-être c'est juste mon mode de visionnement, d'affichage qui fait... Okay. Romain, est-ce que tu peux... C'est bon, tu peux y aller. On voit ton écran, Ali, tu peux commencer. C'est parfait, merci. Bon, merci tout le monde. Aujourd'hui, ma présentation va porter sur la géomorphométrie et l'utilisation de la géomorphométrie pour la caractérisation des habitats marins. Cette présentation, ça va être en complément à ce que mon collègue Guillaume Morisset a présenté mardi sur l'utilisation des méthodes de machine learning pour caractériser les habitats. Donc, dans ce projet, là qui est en collaboration avec Pêcher Océan Canada et qui rentre dans le cadre du programme de protection des océans, vise à caractériser les habitats marins entre Tadoussac et Pointe-des-Monts dans la côte nord du fleuve Saint-Laurent pour des fins de gestion des écosystèmes. Et l'objectif, c'est d'utiliser des données qui proviennent d'un lidar bathymétrique acquise par le service hydrographique du Canada, initialement pour mettre à jour les cartes de navigation, mais nous, on veut utiliser ces données-là d'opportunité pour caractériser les habitats marins. Donc ici, on a choisi une zone de test pour voir pour comparer nos méthodes de classification avec les méthodes de machine learning, avec ce qui existe dans le marché, à savoir les méthodes qui sont utilisées par ArcGIS Pro. Pour cette étude-là, on a choisi deux zones à Godbout à droite et la zone de Franklin à gauche. Les données qui ont été utilisées, c'est des données qui proviennent d'un multifaisceau avec une résolution de 1 mètre et les données de vérité terrain collectées par notre partenaire au MPO et aussi au CIDCO, on a collecté de la vérité terrain, quelques points. Donc, c'est les données de base sur lesquelles on va tester le classifieur Random Forest à partir des données géomorphométriques pour faire une classification des habitats marins. La méthodologie, on s'est inspiré des travaux de Haeckel, qui a utilisé la géomorphométrie pour caractériser des données qui proviennent d'un lidar terrestre. Et nous, on voulait adapter cette méthode pour tout ce qui est caractérisation des habitats marins. Le principe de la méthode, c'est d'extraire des paramètres 3D basés sur des valeurs propres et des vecteurs propres du tenseur de la covariance pour un voisinage donné. Donc, pour ces travaux, ils ont utilisé un voisinage en se basant sur la méthode KNN, puisqu'ils ont trouvé des problèmes de variation de densité de points dans le nuage de points de lidar terrestre. Ce qui ne pose pas de problème dans notre cas, puisqu'on se base sur un MNT qui provient en utilisant la méthode de Cube. Donc, c'est un nuage de points homogène, sous forme de gris. Donc, on utilisera juste un rayon de 9 mètres pour construire notre tenseur de covariance pour calculer ces paramètres dérivés géométriques.
Donc là, moi, je vais donner un petit peu le focus sur tout ce qui est paramètres géomorphométriques, à savoir qu'est-ce qu'on peut extraire comme features dans nos données de base pour caractériser les habitats marins. Et puis, on va aller jouer avec ces données géomorphométriques pour savoir quels paramètres vont influencer sur quels habitats marins. Ces paramètres sont groupés en 3 catégories. Il y a les premiers paramètres qui vont décrire les propriétés physiques de la surface et qui sont extraits de la matrice de covariance. Et c'est une combinaison des valeurs propres. Il y a la deuxième catégorie de ces paramètres qui vont être extraits de la dérivée de la première et deuxième ordre autour du premier axe du vecteur propre et du deuxième axe du vecteur propre. Et ces paramètres-là, du moment, ils vont détecter tout ce qui est contour, tout ce qui est coin, c'est-à-dire les contours des formes pour tout ce qui est domaine terrestre, pour le lidar terrestre, les coins de bâtiments, des trottoirs, etc. Il y a le troisième set de paramètres qui sont extraits de la verticale. Pour notre cas, ça va être la profondeur. Et ces paramètres-là, ils vont décrire des objets verticaux. Par exemple, pour le domaine terrestre, là, tout ce qui est lampadaire, tout ce qui est, par exemple, panneaux de signalisation, nous, on aimerait adapter ça pour aller chercher de la végétation éparse et pour chercher des objets verticaux dans le fond marin. Le résultat, on a séparé les résultats en trois étapes. La première étape, c'est qu'on a utilisé tous ces paramètres de Haskell pour avoir une idée de la classification, de la précision de la classification. La deuxième étape, c'est qu'on a inclure juste les premiers paramètres qui décrivent les propriétés de la surface. Et en troisième lieu, on a intégré les derniers paramètres là, qui sont extraits de la verticale pour donner une classification de la végétation. Donc, comme j'ai dit, on a utilisé le Random Forest qui était implémenté dans ArcGIS Pro. Les paramètres ou les caractéristiques optimales du modèle qu'on a trouvé, c'est 100 arbres pour le nombre des arbres qu'on a utilisé dans le modèle, avec une profondeur moyenne des arbres de 23 arbres. Et on a utilisé 100% des valeurs de vérité de terrain pour chaque arbre, et on a gardé 10% pour tout ce qui est de la validation de la classification finale. Les résultats qu'on a trouvés en utilisant tous les paramètres de Haskell, il y avait une forte corrélation par rapport au bruit ici, notamment dans la partie où il y a, au niveau de la pente. Et il y avait quelques corrélations des artefacts avec les artefacts au niveau de la partie nord de la zone de Godbout. Ici, également, on voit là, on a un glissement de terrain sur la zone de Franklin. Et là, le modèle a trouvé des corrélations avec les contours du glissement de terrain, ici dans le creux et dans le edge du glissement de terrain. Ça, c'est en utilisant tous les paramètres de Haskell. En réduisant ça, en utilisant juste les paramètres qui nous donnent des informations sur les propriétés de la surface, on a réduit considérablement cette corrélation avec les artefacts, surtout au niveau de la pente, mais il restait quand même quelques aberrations au nord de la zone de Godbout, mais par contre, dans la zone de Franklin, ça diminue considérablement cette corrélation avec les contours de la zone de glissement terrain. Les performances du système, on a utilisé un indice d'importance de variable qui est utilisé dans la méthode de Random Forest, qui
il est calculé à partir des coefficients de Gini qui nous donnent une estimation sur le nombre de fois où la variable en question a été impliquée dans le split de l'arbre, dans la division au sein de l'arbre, et l'impact de cette division sur le total des arbres. Donc, cet indice, il va nous donner une contribution de la variable en question sur le résultat final de la classification. Et là, on a fait plusieurs itérations pour toutes les variables en distribution normale pour voir l'intervalle de chaque variable. Et là, on voit que les 6 premières variables, ils ont l'importance d'utilisation des 6 premières variables était très, très grande pour la classification finale, à savoir l'anisotropie, l'hygiénotropie, la linéarité, la verticalité et la planimétrie. Donc, comme je dis, c'est un indice là, très important là, pour sélectionner les variables qu'on peut utiliser. Là, je peux citer là, ce qu'a utilisé Vincent Lecourt pour la rugosité, à savoir la largeur d'échelle et puis la magnitude de la rugosité. Ben là, mettons-nous, on peut utiliser plusieurs fenêtres spatiales de dérivés de ces paramètres, et puis on va aller sélectionner les variables en se basant sur cet indice d'importance des variables. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher un petit peu le multi-échelle pour notre classification, à savoir pour des jeux de données, par exemple, de lidar bathymétrique ou des jeux de données du multivaisseau. Les performances de notre modèle, on a calculé une précision moyenne de 80%, ce qui est quand même bon pour, avec un peu de données de vérité terrain. Là, on voit qu'il y a le modèle a gardé, par exemple, 100% de tout ce qui est sable, il l'a prédit comme du sable. Et là, il y avait juste un point qui était prédit comme du bloc, alors que c'était du gravier. Et là, la même chose pour les galets, il y a une qui était prédite comme du sable. Et 100% des blocs, ils ont été prédits comme des blocs. On a eu un coefficient de kappa de 0,74 et un taux de rappel de 100% pour tout ce qui est gravier et tout ce qui est galet, et 67% pour les blocs et 75% pour le sable. Donc, comme a dit Vincent, le cours, là, 80%, là, c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'on cherche pour la gestion des écosystèmes, là. Mais nous, l'objectif, comme j'ai dit, là, c'est d'aller comparer avec ce qu'on fait ici au CIDCO et voir est-ce qu'on peut aller chercher une meilleure précision là au-delà de 80%. Ce qu'on a trouvé par rapport à d'autres algorithmes qu'on a utilisés là qui peut atteindre jusqu'à 90% de précision. Pour la végétation, on a, comme je dis, utilisé les dernières paramètres de Haskell, à savoir les variables qui sont extraites de la verticale. Et on voit qu'il y avait aussi des corrélations au niveau des artefacts par rapport à la classification finale, ici par exemple, et dans le nord de la zone de Godbout, par exemple. Les performances, on a trouvé une précision de moyenne de 90%, mais là, il faut faire attention parce que les points de vérité terrain, ils ne sont pas bien équilibrés. On a la taille des points, il y a une grande différence dans la taille des points. Ici, par exemple, on avait 66 points qui indiquent qu'il n'y a pas de végétation, alors qu'on avait juste 34 points qui indiquent qu'il y a de la végétation. Donc, 90%, ça n'a rien à dire parce qu'il y avait comme beaucoup de données qui proviennent de la non-végétation que des données qui proviennent de la zone végétation. Mais pour avoir un bon indice qui va nous indiquer de la précision de la classification,
on utilise le MCC, qui est le coefficient de corrélation de Mathieu. Là, on a trouvé, parce que le coefficient de corrélation de Mathieu, qu'on appelle coefficient phi, nous donne une valeur moyenne de 0,76, ce qui est relativement bon, puisque la valeur donnée par ce coefficient prend en considération les faux et les vrais, positifs et négatifs, ainsi que la différence qui existe dans la taille des deux classes. Donc, il prend toutes les lignes et les colonnes de la matrice de confusion. C'est ça. Pour conclure, on peut dire que la méthode qu'on a utilisée avec les paramètres géomorphométriques de Haskell nous a donné une bonne précision relativement par rapport à ce qu'on fait aussi au CIDCO. Reste à adapter cette méthode pour l'utilisation sur des données de lidar bathymétrique à grande échelle et acquérir plus d'échantillons terrain pour entraîner davantage les algorithmes et pour la validation et pour, comme j'ai dit, équilibrer les données de vérité terrain entre les classes. Et aussi, on veut intégrer et tester d'autres paramètres géomorphométriques, ce qu'on fait avec nos collaborateurs au collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, NSSC. Ils travaillent, eux, sur d'autres paramètres géomorphométriques pour améliorer davantage la classification et utiliser des produits qui proviennent de l'intensité et de waveform pour le cas de lidar bathymétrique pour améliorer davantage la classification. Et on est en train actuellement d'établir une méthode pour intégrer la végétation et le substrat dans la même classification finale au lieu d'avoir deux classifications pour la végétation et une pour les substrats. On aimerait joindre les deux là sur la même carte de classification finale. Donc, c'est tout pour moi. C'était rapide. C'est ça, comme je dis, c'est une présentation complémentaire à ce qu'on a fait avec Guillaume Morissette ce mardi dernier. Donc là, on voulait juste aller comparer avec ce qui est fait sur le marché pour tout ce qui est des méthodes de machine learning. Merci.